Pour la captation, ça marche sans même auto. Pour la captation, ça Donc, c'est pour le son de la caméra que je vous parle par le micro. Bienvenue, merci d'être là. Il reste encore quelques places vides, nous ne sommes pas complètes. J'espère que les autres vont pouvoir nous rejoindre. Le C positif avec la CLE Maine-et-Loire pour les maisons de santé qui prennent soin des territoires. Est-ce que tu peux avancer d'un petit slide? Donc, je laisse la parole tout de suite à Michael qui... Bonjour, Michael Bougli du CLE Maine-et-Loire. Je voulais excuser Monsieur Ducos qui n'a pas pu être présent ce matin pour la revue de projet. Merci d'être venu à cette rencontre. Donc, on vous accueille ici à la Maison de l'Architecture des Territoires du Paysage. Donc, je me présente de mon côté, Anna Kieta, chef de projet innovation chez Novabuild. C'est moi qui va vous poser des questions, donner le micro, vous donner, dire là, il est temps d'y aller quand même pour faire une pause. On a aussi une pause. Pour le dérouler, comment ça va se passer? Il y a donc 2 projets qui vont être présentés. Entre les 2 projets, on fait une grande pause. Et puis, vous aurez plein de temps pour poser des questions après que les architectes et équipes des projets ont présenté le projet. Donc, C positif. Est-ce que... qui connaît le C positif? Ok, quelques-uns quand même. Je redis que c'est un partenariat qui a été monté en 2018 avec l'URSSAE, pardon, qui est vraiment une revue de projet qui est ouverte à tous. En plus, on a la chance d'avoir le représentant de l'URSSAE avec nous. L'idée, c'est vraiment de valoriser les projets, de montrer qu'il y a des choses qui sont possibles, des projets... des projets ambitieux et de tous ensemble apprendre et avoir aussi la chance de poser plein de questions très détaillées, très techniques aux architectes et aux représentants qui sont là. Et c'est aussi quelque chose qui est ouvert à tous, que vous soyez adhérent de la CAE ou pas, que vous soyez adhérent de Novabuild ou pas, que vous soyez des entreprises de pose, des architectes du bureau d'études, c'est vraiment, ou des collectivités, c'est vraiment quelque chose où on essaie de faire en sorte qu'il y aurait des informations pour tout le monde. Et puis c'est pareil, c'est là on va avoir 2 projets qui sont déjà livrés depuis l'année dernière, mais par contre on a aussi des C positifs où on montre des projets en cours, soit d'études, soit en construction. Voilà. Donc là aujourd'hui, la maison ou les maisons de santé, des équipements publics qui prennent soin des territoires. On va commencer avec la maison de santé à Douai en Anjou. Et pour ça, je passe la parole à Damien Pilon, si tu veux bien. Bonjour à tous. D'accord. Je vais revoir juste comme ça les diapos, mais voilà. Okay, ça sera après, c'est ça, mais peut-être, voilà. Ok, bonjour donc à tous. Je suis Damien Binos, moi je travaille donc à la mairie de Douai-en-Anjou, je suis urbaniste. J'ai accompagné le projet de maison de santé, mais dans un processus plus large, qui était en fait le projet de revitalisation de Douai-en-Anjou. En 2014, on a été lauréat d'un appel à une manifestation pour justement être retenu parmi 54 territoires en France et aller lancer les futurs dispositifs Petite Ville de demain. Je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif, mais qui voilà, est maintenant généralisé à l'ensemble du territoire métropolitain. Du coup, en 2014, on part dans une réflexion pour se dire on va transformer la ville. On voit bien
les objectifs de l'État sur le ZAN, même s'il n'était pas encore prononcé. Mais voilà, rebâtir la ville sur la ville, ça fera partie de nos composantes. Et pour ça, on fait un plan guide qui essaye de déterminer quels sont les îlots stratégiques du centre-ville de Douai-la-Fontaine. Douai-la-Fontaine, c'est une commune de 7500 habitants. Et aujourd'hui, on est en commune nouvelle depuis 2016 pour faire la réunification de 8 communes qui représentent presque 12 000 habitants. De ce fait, il y a plusieurs îlots qui ont été identifiés, et dont un qui est, nous, l'îlot du Vaud, du nom de l'ancienne école qui était présente sur ce périmètre. Hein, c'est ce qu'on voit, je ne sais pas s'il y a un petit pointeur. Ouais, super. Du coup, l'école Maurice Duvaud, école primaire, qui se compose de plusieurs bâtiments, sur une propriété en fait intégralement communale. Et on a ici un ancien garage automobile que la commune a fait l'acquisition dans les années 2015 en prévision de requalifier finalement tout cet îlot. On ne parle pas à l'époque de maison de santé, puisque on était plutôt sur un pôle santé assez limité. Et très vite, on a une discussion qui va émerger en 2016, puisque un des médecins du territoire, malheureusement, décède et provoque le départ aussi de ses 2 autres collègues qui ne veulent plus assumer finalement la charge immobilière de là où ils étaient. Donc très vite, la commune doit se mettre en réflexion pour imaginer un nouveau projet, faire en sorte que tous les professionnels de santé puissent s'y retrouver, et c'est de là que vient véritablement l'émergence de cette maison de santé. Alors on sollicite un petit peu aussi tous nos partenaires à l'époque de la requalification, et naturellement on se tourne aussi vers le CAE, donc avec Karine qui nous a accompagnés longuement sur cette tâche de préparation pour définir avec les professionnels de santé finalement le besoin et de trouver le site qui permettrait d'accueillir. Donc Eric Hervé va vous présenter après le projet architectural, mais l'intention de la commune était vraiment de se dire que sur ce site, vu qu'il y avait une école, le premier acte politique a été de la fermer. Dans un processus de revitalisation, pour les élus, je peux vous dire que ça n'a pas été le plus simple. Il a fallu l'assumer, le porter, mais avec cette ambition que ça se transforme en une véritable pépite architecturale aussi, pour dire, voyez, on peut retransformer une école qui était vieillissante, que les effectifs étaient en baisse, et au final, on a redéployé d'autres écoles pour mieux les valoriser. Voilà un petit peu le cadre, le contexte qui a été le précurseur à cette réflexion, et qui, après, a donné suite à un concours d'architectes pour justement faire en sorte qu'on puisse trouver un projet voilà, qui marque, qui soit un signal dans la ville de Douai-la-Fontaine. Le relais. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, on sera à disposition pour répondre avec Eric au fur et à mesure. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Comment? Ouais. Donc, le projet... Ah, non, c'est bon. Hop, on revient là-dessus. Donc, la rénovation de l'îlot, la création du projet de pôle santé, en fait, ne résidait pas uniquement dans la mise en place d'un pôle santé, mais au contraire, comme l'a dit tout à l'heure Damien, c'était vraiment de venir en cœur de bourg. Donc, c'était un véritable pari à l'heure où de plus en plus de pôles santé ont tendance à s'extraire, à s'éloigner du centre-bourg. Là, il y avait une véritable volonté de la part de Douai de revitaliser, de réintégrer des pôles d'attraction en centre-ville. Donc, le projet était assez ambitieux. Il permettait de faire partie d'une des requalifications d'un îlot. Après l'îlot, la place de la Fontaine qui avait été complètement refaite, venait le tour de l'îlot d'Ivaux. Donc, à l'époque, donc sur cet espace-là, on retrouvait en fait un ancien garage, une école, un ancien collège également, un bâtiment un peu plus ancien, dont la volonté, notamment du CAE et des ADF, ont été de conserver ce bâtiment, bâtiment fin 19e, qui renfermait en fait l'ancien collège et qui, par contre, était particulièrement abîmé. Mais le pari a été quand même de le conserver jusqu'au bout, et qui rentre en fait pleinement aussi dans l'interaction avec le projet, avec notre projet. L'îlot était assez compact, était assez fermé, avec des petites rues à la limite de la Venelle en périphérie,
Donc, tout ce projet a fait l'objet d'une requalification, mais aussi d'une réinterprétation des flux et des rues. Donc, en favorisant plutôt des sens uniques, etc., autour du pôle santé. Il y avait une forte déclivité entre la partie basse et la partie haute, à peu près entre 2,50 m et 3 mètres. Donc, ce qui a été à la fois une contrainte et à la fois une opportunité pour organiser en fait le projet. Il y avait un lien qui était assez discret à l'origine, donc qui était la rue Maurice Duhaut, qui était le trait d'union entre la future place et la place Jean Bégaud. Par contre, il y avait une volonté à l'époque de ne pas venir complètement ouvrir, afin d'éviter d'avoir une sorte de boulevard qui se crée entre les deux, et d'avoir en fait une continuité de cette place qui est plutôt longiligne. Donc c'était vraiment de réinterpréter, de refaire un petit étranglement et ensuite un accompagnement de cette rue. Donc cette rue a fait l'objet d'une réinterprétation totale, parce que un certain nombre de bâtiments ont été démolis, on avait des jardins, on avait des murs qu'il a fallu renforcer, il a fallu réintégrer aussi un petit peu de végétal dans tout cet espace qui était assez minéral à l'époque. Il y avait un point qui malheureusement nous n'avons pas pu garder, c'était un très beau marronnier en plein milieu de la cour de l'école, et c'est ce qui nous avait en fait à l'origine contraint, on ne va pas dire ça, mais justement là encore c'est une opportunité qui a donné en fait une forme à notre bâtiment, notre plan. Malheureusement, à cause de pas mal de contraintes, on va dire géologiques, par rapport au projet, je ne sais pas si beaucoup connaissent le territoire de Douai, mais en fait c'est un véritable gruyère. Sous le sol, c'est de la pierre de Falin, et les sous-sols ont été extrêmement exploités par les habitants pour la construction, etc. Et on avait connaissance de quelques cavités. On a découvert encore d'autres cavités après coup, ce qui aurait pu, vous verrez quelques photos, ça aurait pu être, bon, pas dramatique, mais bon, il y a quand même une pelleteuse qui a failli tomber dedans. Donc on a découvert toutes ces cavités, ces contraintes qui étaient liées. Et on a pu voir en fait que le marronnier, une grosse partie du système racinaire était dans le vide. Donc, quand il a fallu ensuite travailler sur des fondations spéciales, travailler sur des comblements, parce que les ciels de voûte étaient assez proches du niveau du rez-de-chaussée, du rez-de-chaussée bas, était assez proche. Donc, on n'avait pas d'autre choix que de venir combler en fait un certain nombre de cavités. Et donc, le système racinaire n'aura pas survécu à la mise en place de béton à l'intérieur, de gros béton à l'intérieur. Donc voilà un petit peu le constat. Donc on voit quand même qu'à l'échelle de la ville, c'est quand même une partie assez conséquente. Et donc ça a permis en fait d'ouvrir tout cet espace-là et de venir intégrer des espaces paysagers, des espaces de stationnement aussi, parce qu'à un moment donné, on est dans une ville de campagne, et proposer un espace qui accueille du public, un espace santé sans stationnement, ça peut être quand même un peu compliqué. Donc le programme comportait plusieurs entités gravitant autour du médical et du paramédical. Donc il y avait le programme comportait une dizaine de cabinets médecins dédiés vraiment à la médecine générale. On retrouve un pôle dédié aux kinésithérapeutes, 2 cabinets complémentaires qui doit être partagé, un pôle infirmière, et puis avec quelques espaces annexes, un médecin coordonnateur, des espaces de rencontre communes pour les praticiens, et puis en rez-de-chaussée bas un laboratoire qui a souhaité se greffer au projet. On est sur un ERP de type U en 5e catégorie. Au niveau il n'y avait pas eu de certification de labellisation qui a été demandée. Par contre, il y a quand même une performance thermique. On était sous l'égide de la RT 2012 à l'époque, et on a réussi à proposer un bâtiment RT 2012 moins 50%. Voilà, donc un bâtiment très performant. En
technique constructive, donc on était plutôt sur quelque chose d'assez traditionnel, béton, voile béton et isolation par l'extérieur. Motivation environnementale, bon, plutôt travailler sur des matériaux durables, avec une entretenabilité assez limitée, des consommations énergétiques limitées et adaptées, un confort d'été. On est comme chez les praticiens, donc il est important. On avait une certaine expérience vis-à-vis des pôles santé. C'est vrai qu'à un moment donné, travailler, on a pu faire des pôles santé sans climatisation, et très vite, quelques temps après, ils étaient revenus sur les systèmes de climatisation parce que le confort d'été est toujours important, surtout quand on a attaqué au tout début, à l'amorce de RT 2012, avec des bâtiments qui étaient très confinés, très fermés, très étanches. Le confort d'été, il n'y était pas. Donc, du coup, on était parti sur cette proposition de climatisation. La récupération des eaux pluviales également fait partie du projet, et puis un chantier propre en site dense. Donc, le plan masse à l'origine, donc l'idée, c'était d'essayer de trouver une sorte de communication à ces fils avec des perspectives cadrées, mais pas béantes, entre la partie place de l'église et le futur parvis de la maison de santé. Pour ce faire, on a créé donc un cheminement le long de la rue Maurice Duvaux, mais également un décollement, en fait, donc un socle assez important, avec un décollement à l'angle de la maison de santé, avec cette grande perspective qui ouvre en fait par un escalier monumental sur le parvis, mais également sur l'ancien collège. Donc il était quand même important de garder ce collège jusqu'au bout, sinon ça n'aura plus eu vraiment de raison d'être. Ça, c'était le plan masse il intégrait, en fait, il conservait, comme je disais tout à l'heure, le marronnier. Et en fait, l'ensemble du plan venait entourer, encadrer complètement cet arbre-là. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, il n'a pas en fait survécu. On aurait pu le traiter, mais en fait, à terme, il n'aurait pas survécu aux travaux, malheureusement. Donc, on retrouve après ce grand parvis et puis cette volonté d'avoir du stationnement. Initialement, le programme prévoyait un parking souterrain. Malheureusement, à cause de ces cavités, ça devenait trop coûteux de faire ce parking. Donc, on a rapatrié une grosse partie de ces stationnements en surface. Par contre, on a essayé de traiter au maximum en accompagnement et en réintégrant du végétal en cœur d'îlot. La distribution, donc en fait, là je pars de la partie accès depuis la rue de la Pompe, donc rez-de-chaussée bas. C'est là qu'on trouve en fait l'ensemble de la partie laboratoire. Donc en jaune, c'est tout ce qui est zone accessible publique. En vert, c'est la partie plutôt dédiée à l'accueil. Et en violet, c'est tout ce qui est plutôt technique, donc sanitaire, partie après ventilation, chauffage. Cette partie-là, ce qui est intéressant par contre, c'est que on retrouve l'accès aussi bien de la partie. Là, on est bien sur le bon, sur la bonne slide. Donc, c'est la partie en fait dédiée au pôle laboratoire. Donc avec toute la partie accessible au public depuis la rue Basse. Et ce laboratoire est également accessible depuis une circulation verticale. Donc, question de praticité, l'essentiel des stationnements se retrouve là-haut, et la partie rue de la Pompe est plutôt une rue en sens unique assez étroite. Donc c'est pour ça qu'on avait favorisé en fait ce système de circulation, de communication entre le pôle santé, le hall du pôle santé, et la partie laboratoire. On retrouve après en violet, voilà, toute la partie, la partie technique. On a souhaité en fait, comme on venait en centre-bourg, avec un bâti périphérique assez dense, on a souhaité travailler l'ensemble de la technique non apparente, intégrée pour les problématiques d'accessibilité et d'acoustique. Donc ça a été quand même un défi pour venir intégrer toutes les parties pompe à chaleur assez bruyantes en intérieur et de gérer la problématique de bruit et d'acoustique
Voilà, ça a été un véritable pari, mais qui fonctionne très bien. Très bien, et on remercie SERDB pour nous avoir accompagnés sur ce sujet-là. Donc la partie rez-de-chaussée, haut, qui donne en fait sur le parvis avec un grand espace d'accueil et de distribution, où la signalité qui a été fortement travaillée de façon justement à faire en sorte que les gens, les visiteurs, les patients s'y retrouvent, s'y orientent assez facilement. Donc, on a une répartition des différents espaces, un espace plutôt dédié aux infirmières, un espace plutôt dédié à la partie cabinet complémentaire et à la zone kiné. Et ensuite, on retrouve plus en retrait les parties communes dites sociales pour les praticiens. Et enfin, à l'étage, donc on retrouve en fait vraiment un plateau de médecins. Donc, on a complètement dissocié la médecine générale du reste du paramédical. Il n'y avait pas forcément d'exigence de cette partie-là. On a pu rencontrer des fois des gens qui étaient assez contre le fait de faire cohabiter notamment des ostéopathes avec des médecins. Là, c'était pas le cas, c'était assez transparent, mais voilà, le projet a été fait de la sorte. Donc, on retrouve en fait plusieurs poches de cabinets avec une répartition également des zones d'attente qui sont vraiment dissociées et séparées et essayer de travailler sur les flux et sur les croisements de façon à ce que les gens n'entendent pas forcément ce qui se passe sur le pas de la porte, etc. Donc, nous n'avons pas travaillé seuls, nous avons travaillé avec quelques bureaux d'études. AB Ingénierie qui devait être là m'a annoncé mes excuses. C'est moi qui devrais répondre aux questions techniques, qui sont peut-être un peu plus approximatives. Bureau d'études ARES pour toute la partie structure, et là on a effectivement eu pas mal de travail sur tout le renforcement de sol. SERDB sur la partie acoustique et 2LM sur la partie VRD. Je passe sur la partie entreprise. Ce que j'ai voulu mettre en gras, c'est les entreprises qui étaient vraiment de la commune. En rouge, les entreprises qui étaient du 49. Donc, on a quand même l'appel d'offres a été plutôt intéressante et a essayé de faire travailler un tissu assez local ou en tout cas dans un court périmètre. La surface du projet, donc c'est 2067 mètres carrés, compris les espaces techniques et partagés. Pour un coût de travaux, donc 250 000 € de démolition, 3 319 000 pour la partie maison de santé et aménagement urbain. Et enfin, l'aménagement de la rue Maurice Duveau pour 254 898 €. Les travaux ont duré sur 21 mois, compris démolition et aménagement de la rue Maurice Duveau. Pour une performance, comme je disais tout à l'heure, RT 2012, moins 50. Et donc, le concours a eu lieu, on devait rendre le concours en novembre 2018. Il s'est fait en 2 temps. La deuxième phase du concours en avril. Et donc, on a commencé ensuite toutes les études à partir de juillet juillet donc 2019 pour livrer en 2022. Donc, sur la qualité du cadre de vie, donc on a ressorti quelques items. Donc, le premier sur la qualité de l'air intérieur et confort électrothermique. Donc, ça a été travaillé déjà par une ventilation double flux. Et essayer de maintenir au maximum les calories qui étaient générées à l'intérieur, aussi bien la fraîcheur que la chaleur, et de favoriser aussi de la ventilation nocturne pour rafraîchir le bâtiment en été. Des peintures et des revêtements de sol faible valeur de COV, peu émissifs, voire pas du tout. Un système de chauffage par pack réversible avec récupération d'énergie et de la diffusion par système gainable dans tous les locaux. Ça, c'est plutôt pour une qualité d'usage. Pour éviter en fait un peu tous les courants d'air qui peuvent se faire au-dessus des tas d'occultation.
Sur le confort acoustique, donc ça s'est fait donc, sur plusieurs strates. Donc d'une sur la partie technique déjà, où du coup on a essayé de confiner au maximum tous les organes de ventilation et de chaleur vis-à-vis de l'environnement extérieur. Bien évidemment sur des cloisons acoustiques, portes acoustiques performantes, montant jusqu'au sous-plancher pour éviter tous les problèmes d'interphonie. À chacune des salles d'attente, on a essayé d'y apposer un mur de refend, ce qui nous servait pour la stabilité du bâtiment, mais on a essayé de les positionner à ce niveau-là pour justement encore créer une barrière supplémentaire vis-à-vis de la confidentialité. Sur l'accessibilité, alors accessibilité PMR à tous les niveaux, aussi bien depuis la rue basse que depuis le parvis, mais accessibilité aussi des organes techniques pour favoriser l'entretenabilité. Voilà. Donc il n'y a rien en toiture, mis à part des panneaux photovoltaïques. Confort visuel, donc chaque espace a été travaillé de façon à avoir de la lumière naturelle. On n'a pas on n'a pas de sanitaire, je ne vais pas vous mentir, mais on a l'ensemble des cabinets, espaces d'attente, espaces partagés sont complètement éclairés. La configuration du bâtiment assez fine même sur le cœur. Alors c'est là qu'on peut avoir le fameux marronnier où entre-temps a été planté un arbre à la hauteur de ce qui était imaginé à l'origine, mais donc, même les dégagements, eux aussi, profitent d'un éclairage en tout point, naturel. Dans le confort visuel également, on a intégré en fait la partie intimité des cabinets. Beaucoup d'ouvertures en fait sont assez hautes et assez fines, et donc éviter en fait, enfin même dans l'organisation intérieure des salles de sous-station, on a essayé de travailler en fait sur les espaces d'entretien un peu plus éclairés, plus ouverts, les espaces de sculptation où le patient est plutôt dévêtu, avoir une lumière beaucoup plus tamisée avec très peu d'ouverture donnant sur l'extérieur. Donc on a essayé de travailler voilà, avec du second jour sur ces espaces. Oui, bon, je vais aller plus vite. Et puis sur d'autres, donc sur l'intérieur d'îlots, on retrouve en fait cette seconde façade qui vient mettre en retrait les cabinets par ces systèmes de brise soleil vertical et qui permettaient aussi de traiter les apports solaires directs. Valoriser le patrimoine et l'histoire, donc ça a été de traiter en fait avec des matériaux locaux, notamment toute la partie sous-bassement avec l'usage du moellon de Falin qui a été récupéré directement sur la démolition. Donc on a fait une démolition soignée pour pouvoir la récupérer et mettre en valeur. Donc en fait, ce sous-bassement-là en pierre reprenait l'esprit du centre-bourg de Douai, où beaucoup de murs d'enceinte des maisons sont avec des murs hauts et comme des sortes de portes cochères. Donc ça reprend vraiment complètement l'esprit. On peut le voir peut-être en fond ici. On a donc un ITE avec la mise en place de pierres de Chalmesson qui essaie de reprendre aussi la couleur des pierres locales. Et l'idée, c'était de faire cohabiter sans se confronter au bâtiment d'en face, au collège. Donc l'idée, c'était d'adopter la même hauteur de volumétrie pour pas qu'il y ait de surenchère vis-à-vis sur cette place-là, et de façon à avoir justement quelque chose assez bien coordonné. Environnement, climat, éviter rivières, recycler, valoriser déchets. Donc on avait mis en place sur ce projet un chantier propre. On a valorisé les déchets de construction, donc justement via une démolition sélective, récupération de l'ensemble des pierres de Falin. Tout ce qui a été récupéré, concassé, on a pu aussi en mettre une partie dans le comblement des cavités. Sur les ENR, donc on a aussi STELPAC réversé de récupération d'énergie et la mise en place de panneaux photovoltaïques pour l'autoconsommation en toiture. Gestion intégrée des eaux pluviales par la récupération d'eau pluviale dans une cuve qui permet en fait au service technique
alors d'une, déjà d'arroser les aménagements paysagers de la place et de servir aussi de réserve d'eau pour les services techniques. Et l'infiltration des eaux pluviales favorisée par l'usage de stationnement en type green block et de diriger les eaux plutôt justement sur ces espaces infiltrants. L'analyse des risques, les risques c'était surtout géotechnique, hein, vous voyez les belles cavités et puis la fameuse pelleteuse qui a un peu défoncé la voûte de cavité. Et favoriser la sobriété, donc c'est passé par une conception favorisant la compacité du bâtiment, la sobriété des matériaux, leur simplicité, pour limiter en fait, l'entretenabilité du bâtiment, et des solutions techniques performantes mais éprouvées. On n'était pas dans l'exploration technique. Sur la performance économique, bon, c'était une limitation des coûts d'entretien par sa conception technique simple et facilement accessible. Matériaux durables et qualité de vie à faible entretenabilité. La maîtrise des consommations et des charges. Maîtrise des consommations par la mise en place de consignes de température. La réduction des consommations de 50% par rapport à l'ART qui était en vigueur à l'époque, 2012. On est sur un système VRV 3 tubes avec diffusion en gainable et qui permet la récupération d'énergie selon les zones, qu'elles soient chauffées ou climatisées. Quand on chauffe des zones selon mettons à mi-saison, qui peuvent profiter un peu plus du surchauffe, mais l'apport solaire, là où il y a besoin de climatiser, on peut récupérer la chaleur de générée par la clim pour la restituer sur les parties qui sont un peu plus fraîches. Optimisation des dépenses aussi, des coûts d'exploitation par la GTB. Calculs globaux, ça avait été en fait très vite anticipé dès l'esquisse et l'APS, de façon en fait à prendre des décisions sur les systèmes techniques. Là-dessus, par rapport au sous-sol, on était assez limité en termes de solutions de chauffage. On ne pouvait pas faire de la géothermie, on n'avait pas la place pour faire de la chaufferie bois collective. Donc là, c'était un peu plus on était assez limité en termes de solutions de chauffage. L'attractivité, donc, ça a été de réaliser un bâtiment de qualité qui permettait de favoriser, donc de rassembler l'ensemble des praticiens sur un seul et même site. Et ça semble plutôt assez réussi. Et sachant qu'on avait aussi une population qui était moteur des praticiens qui étaient vraiment en attente de ce type d'équipement. Et puis, attractivité aussi pour la population qui redécouvre cet îlot-là. Avec des espaces extérieurs qui sont appropriés, apprivoisés aussi par tout à chacun, y compris les jeunes sur la place. Bon, approprié qui dégrade un peu, mais au moins l'espace vit. Et valeurs d'usage, des espaces de qualité pensés pour et avec les utilisateurs, des ambiances agréables et qui a été saluées par les praticiens, et des aménagements extérieurs de qualité et végétalisés sur un espace qui était plutôt minéralisé. Les enjeux multiples, redynamiser le centre-bourg, l'îlot du Vau, donc participer à la reconstruction d'une des places du centre-ville, créer de l'activité et ramener de la vie sur ces espaces qui étaient un peu oubliés, travailler en concertation continue avec les praticiens et la mairie. Pour prendre l'écosystème d'acteurs et des parties prenantes, donc ça a été un travail quand même collaboratif avec les praticiens. On a eu pas mal de rencontres avec des restitutions, avec des présentations, des cabinets, de la distribution du projet, même des systèmes de location, comment ça allait se passer, qui allait payer quoi. Donc ça, c'était très enrichissant à ce niveau-là, et en totale transparence de la part de la mairie. On a fait jusqu'au choix de l'agencement, de la personnalisation des couleurs. Donc on a cherché à avoir un aménagement, notamment, ça jouait surtout sur les cabinets, quelque chose qui soit adapté aux 10 praticiens, mais qui puisse aussi, mais pas trop non plus, que ça puisse demain être adapté, pourquoi pas, à un psychologue, un pédiatre ou tout à chacun. Donc, mais par contre, avec une personnalisation où chaque praticien a pu aussi choisir la couleur de son cabinet. Relations entre acteurs, des échanges réguliers et transparents entre le maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et les utilisateurs, et évaluation-amélioration. Donc, retour
avec les usagers et les visiteurs, et avec une amélioration continue, parce que là, on travaille maintenant plutôt on retravaille sur la partie accueil, suite à quelques petits problèmes d'agression, ce qui peut arriver malheureusement. Donc, les facteurs du succès, c'est essentiellement des acteurs et des échanges de qualité, mais c'est avant tout une maîtrise d'ouvrages de qualité ouverte qui favorise la discussion et la réussite du projet. La qualité des échanges transverses entre les différents acteurs, les bureaux d'études, les praticiens, les utilisateurs, la mairie. Les erreurs à éviter, peut-être ne pas intégrer les assureurs en amont du projet, avec notamment les problématiques liées au photovoltaïque. Retour sur le fonctionnement en exploitation, les utilisateurs s'y sentent bien et les patients apprécient les ambiances et le côté chaleureux de la maison de santé. Et la prochaine étape, s'appuyer sur cette expérience et ses références. Voilà. C'est bon. Voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai mis. C'est parfait. Merci beaucoup. Mais tu restes là quand même parce que tu vas répondre après sur les questions quand même. Bon, je suis pas loin. Et par contre, est-ce que tu veux boire un verre d'eau? Merci. Et je me suis dit peut-être pendant que Eric boit un petit peu d'eau, je crois que j'ai oublié quelque chose. Vous avez une idée? Non? J'ai rien dit sur Novabuild. Qui connaît bien Novabuild là dans l'espace? Oui, quand même quelques-uns. Hein. Est-ce que, pour vous réveiller un tout petit peu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien dire juste un mot, genre un mot-clé de ce qui est pour lui Novabuild? Et vous? Oui? Non? Sophie? C'est impossible. Alors déjà, ça veut dire que Novabuild, de décrire Novabuild en un mot, c'est impossible. Donc, je ne vais pas être très, très rapide. Non, je rigole. Donc, Novabuild, c'est une association loi 1901 qui agit en Pays de la Loire. Et vous mettez, je vais glisser peut-être un petit mensonge. Et puis, nous sommes à peu près 450 adhérents. Nous agissons surtout pour tous les acteurs de toute la chaîne de valeur de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement. Et l'idée qu'on a derrière la tête, pourquoi on fait tout ça, c'est pour qu'en 2050, voire au-delà, on arrive à encore bien vivre, que ce soit dans nos campagnes, dans nos villes. Et ça veut dire quoi, bien vivre? En fait, à chacun sa réponse. Hein, mais nous, on pense qu'il faut qu'on réduise l'impact de nos actions sur l'environnement. Il faut qu'on s'adapte au climat qui change. Il faut qu'on prenne soin de la biodiversité et de ce qui est vivant, que ce soit le végétal ou nous, la partie même des animaux, je ne sais pas. Hein. Et puis, on est aussi là pour faire un peu de circularité. Et là, j'appelle Antoine, parce que nous avons rajouté un 5e objectif. On appelle souvent A2BC, mais là, on a rajouté le S pour santé. Oui, du coup, santé, notamment avec le lancement de la mission santé depuis novembre. La mission santé, donc un partenariat avec l'ARS, qui est le fruit d'un AMI. Cette mission santé, je vais aller rapidement, mais elle est organisée autour de 2 axes principaux. Un premier axe qui est de rapprocher les professionnels de la construction durable avec les établissements de santé. Donc le but, c'est vraiment que ces 2 domaines-là arrivent à mieux se comprendre et à mieux travailler ensemble via notamment un ensemble d'animations qu'on va mettre en place. Et puis un deuxième volet de la mission qui est la santé environnementale, avec une sensibilisation de la santé environnementale, là pas seulement sur nos adhérents et puis les établissements de santé, mais un petit peu à toute personne qui est capable d'agir pour la santé environnementale, et avec notamment la mise en place de la démarche AirTrain, qui est une démarche portée par l'ADEME de qualité de l'air intérieur. Donc voilà, une mission qui est en tout cas construite autour de ces 2 thématiques-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là jusqu'à la fin de l'animation. Et en tout cas, on a commencé à faire des animations, on a des super retours des établissements de santé qui voient un vrai intérêt, et donc aussi des acteurs de la construction durable qui, eux aussi, trouvent un intérêt fort à cette mission-là. Nous aussi, on aime bien.
Alors, on passe donc question-réponse. Le deuxième micro, il marche pas très bien, c'est ça? Je sais pas, Michael, si tu as. Ah, ok, on va tester comme ça. Ah, tu peux garder un. 1, 2. Non, non. 1, 2. Ça marche? Bon, bah, très bien. Donc, je veux bien que Eric prenne ce micro-là et que moi, je me balade. Non, c'est bon? Pour les professionnels, on parle combien de temps? Un temps de latence. Ok. Est-ce que là, dans la salle, quelqu'un a déjà une question brûlante? Une première question. Sans réponse, vous ne pouvez pas partir. Yes. Et alors, petite présentation, nom, prénom, fonction, organisation, et puis la question. François Le Guichard de l'Agence régionale de santé. Est-ce qu'il y a des médecins dans la maison de santé? Est-ce que tout est rempli? Est-ce que ça joue son côté attractif pour les médecins? Je crois que sur 10, il y en avait au moins 9. Et je On attend 20 médecins et il y a un départ quasiment à 100%. il y avait le souhait, je crois, de garder le 10e pour des remplacements. Autre question? J'en ai 6. Bonjour, Adrien de Gestion BAT. Aujourd'hui, le maître d'ouvrage, c'était la ville. Le bâtiment appartient toujours à la ville. C'est vous qui l'animez? Ouais. Tout à fait. Donc, il y a les parties locatives, aussi tous les baux avec les médecins et les dettes par arrivée, comme il y en a. Hein, pour répondre à l'AS, on a été aussi identifié comme territoire de santé fragile, donc, ce qui a permis aussi d'attirer des jeunes médecins qui sont venus renforcer l'équipe des 4-5 médecins historiques qu'on avait sur la commune. Donc on a doublé finalement le nombre de médecins sur le territoire. Alors, il y avait une incitation financière, je le dis aussi, hein, les médecins ont joué le jeu. Il y a une obligation de 5 ans aux médecins de rester sur le territoire. Ce qui est un peu dommage, là, c'est qu'on a le deuxième médecin qui part au bout de 5 ans. Donc, ça, c'est peut-être un élément à regarder. On n'arrive pas à fixer dans le temps, finalement, certains médecins. Bon, on espère que sur les autres, on continuera à les conserver le plus longtemps possible. Mais c'est des professions aussi qui ont complètement évolué. On n'a plus de médecins de famille comme on avait avant. Aujourd'hui, ils sont effectivement dans une posture de consommation d'un espace qui leur est dédié, de regroupement de services, mais derrière, ils ne sont plus attachés au territoire ou à l'immobilier. Donc c'est pour ça qu'ils font ce choix aussi d'être locataires. Autre question? Question pour vous aussi sur le montage. Romain Fontenot, délégué régional des CAUE. Du coup, vous disiez qu'à l'origine, ce qui avait enclenché un peu le projet, c'était part d'un médecin qui avait enchaîné au départ des deux autres. Est-ce que ces deux autres-là, du coup, sont restés avec le projet de maison de santé ou ça s'est renouvelé? Ils sont partis de ces deux autres médecins et c'est l'arrivée du jeune médecin qui a finalement été. Et ils étaient initialement dans une maison médicale. Donc, voilà, et les autres médecins étaient vraiment éparpillés sur. On a quasiment la totalité des médecins qui sont dans la santé, sauf lui. J'ai une autre question à par rapport à cette maison de santé, est-ce que du coup le prix locatif ou la valeur quelque part de votre centre-ville, de votre centre-bourg, par rapport à la valeur des maisons existantes, par rapport à des familles qui viennent, est-ce que vous sentez qu'il y a un impact quelque part économique sur votre commune? Alors, sur la valeur, effectivement, de marché aux alentours. La maison de santé, c'est vrai qu'on avait mis aussi un budget important pour valoriser toute la requalification. C'est presque même 5 millions au total avec les restructurations. L'ancien collège que vous voyez, qui était l'ancien bâtiment, devait être démoli par un temps. Et puis au final, on a réussi à convaincre le maire de le conserver et on l'a revendu à un investisseur pour y faire des maisons de ville. On avait pour idée de faire 3 maisons de ville dans ce bâtiment. Au final, le promoteur, lui, en a fait 9 logements. Et c'est fait valu sur ce prix de cession que nous, on avait fait, en ayant fait des travaux pas complètement à la hauteur. C'est ce que j'indiquais tout à l'heure
à Karim. Donc oui, le quartier a pris en valeur. Ça, c'est sûr. Malheureusement, pas à notre bénéfice. Bon, mais c'est le jeu. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être aussi pour l'architecte technique? Question derrière. Moi, j'avais une question sur l'utilisation de la pierre de Falun. Vous avez indiqué que vous avez utilisé les pierres du site, c'est ça? Je veux savoir comment est-ce que ça s'était passé en termes de démarche, justement. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez prévu dès le début? Et si oui ou sinon, comment est-ce que vous avez, on va dire, intégré ça dans la vie du projet et, voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on avait intégré directement dès le concours. Donc, ensuite, c'était sans savoir exactement s'il y avait des gisements. Les gisements, en fait, aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a plus de sous-sols qui sont excavés aujourd'hui. Donc, en fait, on peut compter uniquement sur la démolition alentour. Donc, on a fait un peu un pari sur la quantité de Falun qu'on allait récupérer dans la démolition. Ça faisait partie de l'appel d'offres, par contre, il devait y avoir une démolition soignée de tous ces aspects-là. Donc, elles ont été mises en palette et ensuite, on a pu voir exactement quel volume on avait et on avait largement ce qu'il fallait. Même, je crois qu'on a un peu de réserve après pour la mairie. Donc, sinon, l'avantage d'avoir travaillé avec l'entreprise Justo, qui était le local de l'étape en maçonnerie dans Verdet, c'est lui qui a fait la démolition, c'est lui qui a fait la maçonnerie. Il a aussi, on savait qu'il avait aussi du stock de Falun au cas où. Donc, effectivement, ça. Pour nous, ça a été assez confortable de ce point de vue-là. On a été assez rapidement, très rapidement rassurés sur ce gisement. Est-ce que, je renchéris, est-ce que, du coup, sur place, comment vous avez géré le stockage? Est-ce que, sur place, qu'est-ce que vous avez prévu comme traitement des pierres après pour les mettre en place? Donc, il y a eu une démolition soignée de tous ces éléments-là. Ils ont été stockés en palette, ensuite ils ont été mis sur un stock. Alors, est-ce qu'ils ont été mis chez Justo ou sur un stock municipal, communal, je ne me souviens plus exactement. Ouais. Et ensuite, donc, ça a été redonné donc, de métier qui a remonté les pierres, qui les a retaillées, qui les a retraitées, etc. D'autres questions? Néné Anaïs, architecte CIE. Du coup, les pierres, elles sont posées en pierre porteuse ou c'est du pain? Non, du tout. En fait, on était vraiment donc, sur une base maçonnerie béton, ITE, donc ça a été posé en fait derrière, enfin devant l'ITE en finition. Deux questions qui sont un peu liées. J'ai vu que souvent, vos études ont dû faire un calcul en coût global. Est-ce que vous avez comparé avec la réalité? Enfin, je ne sais pas quand c'était livré. Si c'est livré il y a au moins un an. C'est vrai que par contre, on n'a pas de retour sur l'exploitation. C'est vrai que ça pourrait être intéressant d'analyser comment a vécu le bâtiment. C'est là où c'est l'énergie aussi. C'est quelque chose de genre, c'était pas prévu. Ce qui est intéressant, c'est aussi les coûts de maintenance, qui ont peut-être pris un peu l'inflation, mais comme il y a double flux et compagnie, quelles sont les incidences? Et en lien peut-être un peu avec ça, vous mettiez que vous avez pris en considération les souhaits en matière de confort thermique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que vous avez, En fait, par rapport à l'expérience qu'on peut en avoir sur les maisons de santé, on se rend compte qu'au début, il y a plein de volontés, maintenant on est vertueux, pas de climatisation. Et ça, très vite, en fait, on s'est retrouvé des fois avec, quelques années après, avec, ça c'était vraiment une volonté, hein. On essaye d'être force de proposition, de voir où allons-nous sur les performances et le confort. Et on s'est aperçu, un ou 2 ans après, que le premier a greffé directement sa petite PAC sous sa fenêtre. Donc à la fin, ça commence à avoir un bâtiment qui c'est franchement dégueulasse, quoi. Donc du coup, c'est pas concevable. Donc à un moment donné, la climatisation, ça peut pas être tabou aujourd'hui, mais il y a quand même des gens qui travaillent dans des espaces toute la journée, qui ne veulent quand même pas être dans le noir, qui doivent proposer quand même aussi un confort d'usage pour eux et pour leurs patients.
Et donc, c'est pour ça qu'on était parti sur un tel système. Mais après, évidemment, avec des consignes, ça ne sert à rien de chauffer trop haut, ça ne sert à rien de rafraîchir trop bas. Bonjour, je suis Loïc Dubernet, je travaille chez Nexity. Je voulais savoir, la ville est maître d'ouvrage, est resté propriétaire. Est-ce que c'est un réel choix ou finalement un peu une obligation parce que les praticiens ne voulaient pas devenir propriétaires? S'ils sont locataires, quel est à peu près le niveau de loyer? Et savoir un peu les coûts que vous avez indiqués. Est-ce que c'était des coûts hors taxes ou TTC? Je suis désolé, je fais tomber tout le monde assez bas, mais finalement, les enjeux économiques sont souvent les clés d'un projet et on s'intéresse aussi à ce sujet-là. Sur les coûts au niveau mairie, la volonté, c'était de maîtriser intégralement le projet et d'en être vraiment propriétaire. On a eu des propositions pour nous racheter le bâtiment. Donc, aujourd'hui, pas du tout dans cette démarche. On souhaite vraiment avoir la maîtrise complète pour avoir la pérennité de l'ouvrage sur le long terme. Donc, les médecins, dans les discussions, on est sur un loyer chargé à 11 € du mètre carré. Voilà. Donc, chargé, dedans, ça veut dire fluide, énergie, mais pas tout ce qui est ménage et prestations. Puis après, les médecins, alors ça a été longue discussion. Moi, je voudrais faire le ménage moi-même, mais moi, je ne me fais pas le ménage des parties communes. Ouais, mais comment on gère un équipement où il y a 2000 m² de surface de plancher, il y en a 1200 qui sont affectés aux espaces véritablement professionnels, et le reste, c'est 800 m², qu'est-ce qu'on en fait? Alors, bon, je vous épargne toutes les discussions, les velléités aussi des professionnels de santé, hein, c'est une profession qui a des exigences, voilà. On est toujours après dubitatif sur leur capacité aussi en termes de porter ces charges. Ça nous interpelle, hein, voilà, on ne fait pas de la maison médicale sociale. À un moment donné aussi, on a ces contraintes. Donc aujourd'hui, sur l'évaluation des coûts, c'est très compliqué parce que donc l'énergie a augmenté, les prestations ont aussi augmenté. Donc entre ce qui avait été imaginé et finalement le réel, aujourd'hui, on est en train de réajuster un petit peu les choses avec les professionnels. Ce qui a fait un petit peu grincer des dents parce que quand les premières factures sont tombées, c'est mal, ils nous ont dit c'est pas ce qu'on nous a annoncé. Et la mairie, elle n'est pas là aussi pour éponger un déficit. Elle en prend une petite partie, et la partie qu'elle prend, c'est le fait de l'inoccupation qui soit permanent ou ponctuel, finalement des espaces qui ne sont pas affectés, et c'est tout. Après, on réaffecte les mètres carrés au prorata de la superficie. Alors, on a un cas sur lequel on a dû rediscuter, c'est le cabinet de kiné, qui lui a beaucoup de surface et qui se retrouve tout seul. Donc, au final, il paye excessivement cher par rapport à ses confrères médecins. Donc, voilà un petit peu dans les grandes lignes. Hein. Je ne peux pas vous faire le détail de toutes les prestations de coûts, mais voilà, ça a été une volonté d'afficher un prix qui nous était, nous, au niveau départemental, un prix moyen des maisons de santé, c'était 11 €. On verra avec le deuxième projet, mais peut-être que c'est autre chose. Bonjour, Elodie, blog de Change Réseau Hemp. Je reviens sur la question du confort thermique. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, ces quelques années d'exploitation, votre réflexion quant aux matériaux utilisés justement pour l'isolation, est-ce que votre avis change aujourd'hui avec la connaissance des matériaux et qu'est-ce que vous utiliseriez aujourd'hui pour faire un bâtiment, par exemple, identique? Alors, effectivement, on était sur une conception RT 2012. Aujourd'hui, avec la partie ACV, on ne serait plus tout à fait pareil. Je ne pense pas qu'au regard des matériaux utilisés, l'usage du béton sur l'ensemble du bâtiment, je ne pense pas qu'il passerait au niveau carbone. Donc, on essaierait d'avoir une conception différente, un usage plus vertueux des isolants. Dès lors qu'ils puissent nous autoriser techniquement, par rapport aux avis techniques, etc., par rapport à l'association des différentes strates aussi des parois, il faut encore que tout ça fonctionne bien les uns avec les autres. Mais effectivement, on ne serait pas sur une conception telle que celle-ci aujourd'hui. Ça, c'est évident. Et peut-être que la physionomie extérieure du bâtiment, elle aussi changerait. Parce que ça peut être un peu plus difficile de mettre de la pierre à graffer sur de l'ossature bois. Ça peut être plus difficile de faire travailler certains matériaux avec d'autres. Donc,
une autre question, sinon j'en ai une complémentaire à ce que vous avez dit. Vous avez mis RT 2012 moins 50. À l'époque, qu'est-ce qui a fait que ce RT 2012 arrive à moins 50? C'est quoi les choix techniques ou esthétiques ou économiques que vous avez fait et thermiques pour arriver à moins 50? Et c'était quoi votre volonté d'aller d'être plus vertueux que ce qui était demandé? Alors, il y avait une volonté que le bâtiment soit techniquement, thermiquement performant, pas à ce niveau-là, c'est en fait de fil en aiguille. Donc, comment on est arrivé à ça? Donc, par une capacité de bâtiment, par l'usage d'un matériau à forte inertie en intérieur, donc avec l'usage du béton, avec donc une isolation par l'extérieur, donc un complexe assez performant par rapport à ça, et puis avec l'usage de la double flux et puis l'aérothermie qui nous a permis quand même puis avec la mise en place, qui nous a permis donc d'être bien performant sur l'aspect technique. Et puis avec la mise en place de consignes sur le GTV qui permet en fait de pas tout le temps, on est sur une sorte de détente, mais on est sur quelque chose qui est assez réactif. Donc en fait, on peut très bien hors d'usage donner une consigne assez basse et donc redonner en fait de la chaleur très rapidement à chaque pièce. Donc on n'est pas dans un système de chauffage continu à 19, 20 degrés pour une maison de santé. On était vraiment sur quelque chose de très réactif, donc c'est ce qui a permis en fait d'abaisser aussi les consommations. D'autres questions? J'en ai 6. Moi, j'en avais une. Tu parlais, alors il y en a qui sont liés apparemment, si j'ai bien compris. Je reprends mes mots parce que c'est des mots que je ne connais pas. Alors oui, l'histoire de système gainable et le VRV 3 tubes. Est-ce que tu peux le vulgariser un peu? Je ne suis pas bureau d'études fluide. Donc, en fait, sur la partie climatisation, on a soit la détente directe, donc on a la production, on a un groupe extérieur qui envoie du gaz à un système donc cassette classique et qui envoie dans toutes les directions. Le système gainable, on est plutôt sur un système embarqué, intégré dans le plénum, dans le fond plafond. C'est un peu le même principe. Sauf qu'en fait, on vient ensuite souffler de l'air. Donc, on a des grilles de reprise et des grilles de soufflage et des grilles de reprise. Donc, on a une ventilation qui est un peu plus modérée avec des systèmes de buse, donc plus diffus. Alors que quand on a un système de cassette centré, bon, selon la vitesse, selon l'inclinaison des clignettes, des fois, ça peut créer un inconfort. Il suffit d'avoir la table de soudation ou alors le bureau. Ça peut des fois taper un peu plus sur la nuque. Donc, on est sur quelque chose qui est mieux maîtrisé, mieux contrôlé. Et donc le VRV, ça permet aussi de pouvoir faire, 3 tubes, ça permet de pouvoir faire dissocier en fait cabinet par cabinet. Il y en a un qui peut chauffer, l'autre qui peut rafraîchir en même temps. Trop bien, ça m'amène ma question après. Sur l'usage derrière. Donc ce que j'entends l'utilisateur, c'est que chacun peut régler son bureau entre guillemets comme il le sent. Est-ce que vous avez fait par exemple une passation technique quelque part d'usage? Est-ce que vous avez fait une réunion spécifique? Est-ce que vous avez produit, je ne sais pas, un livret d'usage? Est-ce que vous avez quelqu'un derrière pareil qui gère, qui est sur place, qui vérifie que tout se passe bien? Comment le vrai usage en fait par cabinet ça fonctionne? Je crois que de mémoire, on avait constitué un petit dossier pour l'usage. Parce que c'est plutôt nos services techniques qui sont derrière un suivi. Je pense que coordination et je crois qu'il y avait un petit formulaire qui avait été transmis. Je crois que c'est sur ce projet-là. Justement, comment se servir, notamment la partie climat et ventilation avec les registres qui sont donnés, etc. Après, par contre, pour toute la gestion vraiment du bâtiment, ça c'est plutôt dédié au service technique. Et alors, je me souviens plus vraiment dans le détail du dessin du plan masse, mais c'est vrai que le ratio stationnement-bâtiment est quand même assez important sur le stationnement. Est-ce qu'à l'usage, ce ratio fonctionne ou il y
un peu surdimensionné ou sous-dimensionné. Enfin, quelle est la question de l'usage? Et puis la question de peut-être aujourd'hui en plus attentif aussi, quoique c'est pas si longtemps que ça quand même. La question d'îlot de chaleur, on est en tissu dense dans le centre-ville de Douai, la taille de la parcelle est quand même conséquente. Et c'était le projet de réouvrir. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vit bien cet espace intérieur? Il y a des zones d'infiltration, de stationnement, mais il y a quand même pas mal d'enrobés aussi. Est-ce que vous regrettez ou vous avez en tête de végétaliser plus? C'est pour ça que je parle du plan masse, parce que je ne me souviens plus trop si c'est planté ou pas, et à quel niveau. Déjà, on avait essayé de minimiser au maximum les espaces de voirie qui sont uniquement dédiés sur les zones de circulation. Ensuite, l'ensemble des stationnements avait été traité en système green block, en continuité d'espace vert. On a à peu près une petite soixantaine de places de stationnement sur cet îlot. Donc, il avait été défini en fonction des quelques résidents qui pouvaient se trouver notamment ici. Alors, peut-être que maintenant, c'est un peu sous-dimensionné du fait qu'ils ont multiplié par 3 le nombre de logements. En revanche, ça avait été fait en fonction que les stationnements des praticiens ne sont pas ici. Il avait été proposé d'être plutôt à proximité. Il y a une petite chapelle ici pour éviter justement d'engorger ces places de stationnement-là. Il y a 10 cabinets, il y a 3 infirmières, il y a un kiné, il y a 2 cabinets complémentaires. Ça fait entre 15 et 16 praticiens à la fois, par 2 personnes, on va dire, en moyenne en attente. Bon, déjà, là, on a plus d'une trentaine de places de prise, plus les quelques résidents alentours. Moi, les quelques fois où j'y suis allé, en tout cas, j'ai jamais eu de problème pour me garer. Donc, en tout cas, ça n'a pas été sous-dimensionné. Ça n'a pas été non plus surdimensionné à l'excès. Un peu plus que moi sur place, mais il y a un élément important, c'est que toute la zone de stationnement, elle est en zone bleue. Donc déjà, ça limite le stationnement, on va dire, intempestif qu'il pourrait y avoir si on n'avait pas mis de stationnement en zone bleue. À l'origine, les élus voulaient 100 places de stationnement, parce que il y avait dans l'esprit peut-être qu'il y ait du stationnement dédié aux résidents. Et donc, on a fait cette proposition de limiter le nombre de places, mais d'y associer la zone bleue. Donc ça apporte une vraie réponse. Par contre, ça apporte une problématique, c'est que les résidents, eux, se garent ailleurs, aux alentours, sur les espaces qui ne sont pas en zone bleue. Donc, possiblement, tout le centre-ville de Douai-la-Fontaine, on déploie la zone bleue. On a comptabilisé tous les parkings. Dans un rayon de 500 mètres du centre-ville, il y a 600 places de parking. Voilà, à l'échelle d'une ville comme Douai-la-Fontaine, c'est encore raisonnable. Ça veut dire qu'il faut marcher. Et oui, ça c'est compliqué pour les gens, mais c'est bon pour la santé. Donc, moi je pense que c'est en concordance avec ça. On essaye de le travailler, de le développer, de le promouvoir. Après, on a un policier municipal qui me dit il est plus souple sur cet espace de parking dans la verbalisation. Parce qu'il sait que derrière, on peut avoir des résidents et autres, et ça devient un petit peu tendu. C'est vrai que le promoteur ne nous a pas facilité la tâche en rajoutant quasiment 8 à 10 logements supplémentaires par rapport au programme initial. Donc on a refait une poche de stationnement un peu plus haute, derrière la chapelle, on a un nouveau parking de 50 places. Merci. À l'époque, j'imagine que vous n'avez pas réfléchi à genre un parc en haut et 2 étages de stationnement. Le parking souterrain, c'était aussi... Pas souterrain. En fait, Ouais, il y a une polémique, je crois, sur un parking silo à Chinon. Non, mais nous, ce qu'on souhaitait, et à Angers, je crois qu'il y en a aussi. Du coup, nous, ce qu'on souhaitait, c'était vraiment promouvoir les parkings souterrains. Alors, c'est dommage parce que pour des questions de coût, ça représente vraiment un investissement massif. On pouvait peut-être pas faire sur cette opération, mais je crois qu'à 10-20 ans, on s'est trompé. Parce que on va devoir de plus en plus densifier et il va falloir trouver à un moment donné ces espaces. Donc, c'est à l'occasion des requalifications de grands îlots qu'on peut le faire. C'est pas quand on va démolir 300 mètres carrés, on va pouvoir proposer. merci. Est-ce qu'il reste une question dans la salle? On va bientôt passer à la pause.
Toi, tu en as une? Moi aussi. Alors, qui? Tu veux demander sur quoi? Du coup, vous disiez que les médecins n'étaient pas encore, enfin, au moment du projet, et, du coup, avaient pas encore été sélectionnés ou pour ceux qui allaient habiter, enfin, utiliser en tout cas l'outil. Comment est-ce que vous avez travaillé sur le recueil de besoins? Parce que du coup, de plus en plus, on inclut les usagers dans le recueil des besoins. Là, vous n'aviez pas forcément les usagers à disposition. Donc, comment est-ce que vous avez un petit peu géré ce problème-là? Je vais répondre, mais je trouve que c'est intéressant parce que Karine, elle a travaillé avec ses professionnels, donc c'est bien d'avoir son regard aussi. Oui, Karine Audemont, architecte au CAIE. Bah, ça fait quelques années, donc j'essaie de me rappeler. Mais il me semble qu'on avait travaillé avec les médecins qui étaient surdoués. Et puis, on a vu arriver au fur et à mesure des nouveaux médecins qui ont intégré la réflexion. Donc, on a fait pas mal de réunions avec eux. Et donc, il y avait les médecins, le kiné, tous les professionnels qui devaient intégrer le projet. Bon, on avait aussi anticipé aussi plus de cabinets sur le long terme. Donc, on en avait rajouté 5 de mémoire, je ne sais plus, dans l'objectif qui viennent. Et il y a aussi, c'est pas expliqué ici, mais en fait, dans la réflexion, le projet permet aussi une extension à long terme. C'est pour ça qu'il y avait un petit îlot, le petit îlot blanc, enfin la partie ici. Ça, il y avait une maison qui était construite, qui était dans un état très délabré, mais il y avait un problème de succession sur ce bâti-là. Donc, il y avait une première phase de réalisation du projet en anticipant la possibilité d'agrandir la maison de santé sur le long terme. À l'occasion du départ du médecin et de son frère, finalement, tous les professionnels se sont réunis pour déployer un projet de santé, donc validé par l'ARS. Et c'est ça aussi qui a motivé tous les professionnels à se réunir. Donc de cette écriture de ce projet de santé, finalement, il y a eu des habitudes de travail, des habitudes de discussion, et voilà. Après, il y a eu d'autres professionnels qui étaient déjà installés. C'est pas pour autant qu'ils n'ont pas travaillé aussi à l'élaboration. Moi, je pense avoir rencontré, dès la conception, loin de 70% des médecins qui ont intégré le projet. C'est pas à l'issue de la construction que les médecins sont arrivés. Ils étaient déjà là au moins un an et demi. Enfin, ils étaient présents en tout cas dans la conception 1 an et demi avant le démarrage des travaux. Il y avait un jeune médecin qui était très moteur dans la réflexion, qui avait réussi à motiver aussi tous les autres professionnels à intégrer le projet. Mais malheureusement, ce médecin a dû partir pour raisons personnelles sur d'autres villes, pas très loin. Mais voilà, donc, mais par contre, c'est lui qui était vraiment très bien, très moteur. Et voilà, puis à un moment donné, il nous a dit bah, je suis désolée, je m'en vais. Donc, ça avait mis une petite déception parce que c'était lui qui était très dynamique. Eh ben, super. Moi, j'avais juste une question sur l'assurance, mais j'ai envie de te l'amener dans la réunion. Si quelqu'un... Moi, je peux peut-être te demander sur qu'est-ce qui s'est passé avec l'assurance. Non, mais en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on ne fait pas que du bâtiment public, etc. On fait aussi de l'industrie, etc. Et que il est préférable de les mettre autour de la table d'entrée de jeu parce qu'ils peuvent avoir des exigences qui ne répondent pas forcément, qui sont même au-delà certaines fois du DTI. Et là, si je parle de l'assureur ici, c'est qu'en fait, les panneaux photovoltaïques ont toujours été dans la conception et ils viennent enfin d'être mis en activité, en fonction, alors que ça fait plus d'1 an et demi que le bâtiment a été livré. Pour la simple et bonne raison qu'il demandait au-delà de ce que le DTU autorisait. Et donc, du coup, il a fallu se batailler entre l'étancheur, le fabricant des systèmes membranes, le bureau de contrôle pour faire reconnaître à l'assureur que finalement ça pouvait marcher en l'état. Voilà, on a eu 1 an et demi d'autoconsommation, on va dire. Et c'est pour ça qu'en fait, peut-être que si on avait eu, mais bon, à la fois, ça peut être l'interprétation d'un assureur, un autre assureur, lui interpréterait ça différemment. Mais je pense que c'est quand même intéressant de les mettre autour de la table. Du coup, peut-être dans la balance avec un médecin hyper motivant et bon, un petit côté humain, là aussi, de l'assureur qui vous a
un peu retardé, peut-être vous êtes à l'équilibre. Bon, s'il n'y a plus de questions techniques, autres, humaines, je ne sais pas. Une dernière, allez, une dernière et après on va en pause. Pour savoir si c'était votre première maison de santé ou si vous en avez fait d'autres aussi depuis. Dans l'histoire de l'agence, cette maison de santé, est-ce que c'est un moment de bascule? Est-ce que vous faites les choses en continuité depuis, ou est-ce que vous avez appris et fait évoluer votre pratique sur ce type de programme-là depuis? Alors nous, on a à peu près une dizaine de maisons de retraite à notre actif à présent, avec des expériences différentes, des choix différents. Donc ça a été déjà le fruit de réflexions passées. Dernièrement, on n'en a pas fait tant que ça. C'est un peu cyclique. À un moment donné, c'était les médiathèques, ça a été les maisons de santé. Dernièrement, il y a un peu moins de maisons de santé. En tout cas, nous, on a dû en faire une depuis. Donc voilà. Après, évidemment, on s'alimente des expériences. C'est pour ça on avait eu pas mal d'expériences, nous, sur les rapports, justement, entre médecins et mairies, avec des mairies qui étaient un peu moins ouvertes, qui permettent assez rapidement la porte au débat. Et alors que quand on aborde le pécunier, le loyer, là, ça c'est compliqué. Et par rapport à ce que j'avais pu connaître avant, j'avais une bonne expérience de ça, sur comment rémunère qui paye locaux, les consommations. Et donc, on a pu pas mal échanger avant de rencontrer les médecins par rapport à ça. Et il y a eu un très, très, très bon travail qui avait été fait, Charlotte, à l'époque, sur la répartition des coûts. Et en fait, c'est passé assez crème sur ce projet-là. Donc, vous avez du café, de l'eau chaude, de jus, de pommes et autres. Il y a aussi des carafes d'eau. On se retrouve à 11h.